Que penseront nos soldats lorsqu'ils retourneront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour évoquer Emmy Noether, une des plus grandes mathématiciennes de l'histoire. Albert Einstein l'a décrit comme le génie mathématique créatif le plus considérable produit depuis que les femmes ont eu accès aux études supérieures. Comme vous avez pu le constater dans l'introduction de cette vidéo, trouver sa place n'a pas été facile pour Emmy Noether. Elle a dû faire face à tous les pires préjugés de son époque. Elle est née le 23 mars 1882 à Erlangen. Son père, Max Noether, est mathématicien. Avant de devenir une si grande mathématicienne, elle ne se destinait pas à cette discipline. Elle étudiait le français et l'anglais. Elle est même diplômée en 1900. Elle peut donc enseigner ces deux langues. Mais là, elle choisit de partir étudier les mathématiques à l'université d'Erlangen. Décision courageuse car à l'époque, les femmes avaient leur place dans la cuisine et non dans une université. D'ailleurs, elle est l'une de 2 seules femmes sur 986 étudiants. Elle doit demander la permission à chaque professeur avant d'assister à leurs cours. Cela ne l'empêche tout de même pas d'obtenir un premier certificat en 1903, puis de partir étudier à la célèbre université de Göttingen de 1903 à 1904. Elle rentre à Erlangen le 24 octobre 1904 et se consacre aux mathématiques et soutient sa thèse en 1907. Elle peut à présent enseigner. Malheureusement, pendant 7 ans, elle ne peut enseigner que bénévolement à l'université, car elle ne peut pas obtenir de poste réel, ceci étant réservé aux hommes. À partir de 1911, Emmy Noether côtoie le mathématicien Ernst Fischer, qui lui fait découvrir les travaux de David Hilbert, un géant du début du siècle. De son côté, Hilbert remarque les travaux d'Emmy Noether et l'invite à venir enseigner à Göttingen. Malgré le soutien de David Hilbert, elle n'est pas vraiment la bienvenue, comme on a pu l'entendre dans l'introduction de la vidéo, surtout du côté des philosophes et des historiens. Je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidate serait un argument contre sa nomination comme privat d'Hudson. Après tout, nous sommes une université, et non des bains publics. Voici ce qu'a répondu Hilbert, mais cela ne suffira pas et Emmy Noether est de nouveau obligée d'enseigner bénévolement. C'est au cours de cette période qu'Emmy Noether publie son célèbre théorème, qui porte son nom. Nous sommes en 1918. Ce théorème de Noether a été qualifié de monument de la pensée des mathématiques par Albert Einstein, qui, en 1915, venait de publier la théorie de la relativité générale. Ainhoa, Léa et Noémie nous en disent plus. En effet, en 1918, Emmy Noether publie un théorème qui concerne les lois de la physique et le principe de symétrie. Donnons un exemple plutôt vague de ce théorème pour l'instant. L'invariance d'un modèle est équivalente à l'existence d'une quantité conservée. Nous allons illustrer ce théorème. Tout d'abord, commençons par dire que la notion de symétrie en mathématiques n'est pas la même que dans le langage courant. Il ne s'agit pas uniquement des symétries centrales et axiales que nous étudions au début du collège. Une symétrie est une transformation qui laisse à un objet globalement invariant qui conserve sa structure. Les translations et les rotations sont des symétries au sens mathématique. De nombreux domaines en physique sont concernés par cette loi de conservation. Prenons par exemple ce pendule de Newton. Si je lâche une bille d'un côté, elle acquiert une certaine vitesse, et donc ce qu'on appelle une quantité de mouvement. Lorsqu'elle entre en collision avec les autres billes accolées, la bille située à l'opposé du point d'impact repart dans le même sens que la première bille. La quantité de mouvement lui a été transmise, cette quantité se conserve. La célèbre équation d'Einstein E égale mc au carré traduit la conservation de l'énergie. Nous connaissons aussi la conservation de la charge électrique qui dit que la charge électrique d'un système isolé est invariante. Lors d'une réaction chimique, la charge totale des éléments mis en jeu est conservée. Le théorème démontré par Emmy Noether affirme que si une transformation ne change pas les lois de la physique, il existe des symétries préservant ces lois, alors il existe une grandeur physique qui reste constante. Autrement dit, il existe une relation fondamentale entre les symétries des lois de la physique et la conservation de certaines quantités. Par exemple, concernant la loi de la conservation de l'énergie. L'énergie peut passer d'une forme à une autre sans création ni perdition. Grâce au théorème de Noether, on en déduit une invariance par translation dans le temps des lois qui régissent ce système. C'est-à-dire que ces règles restent les mêmes tout le temps. Cette découverte fondamentale a été démontrée en 1915, l'année de la publication de la relativité générale avant d'être publiée en 1918. Très peu de temps après que David Hilbert ait invité Emmy Noether à l'université de Göttingen pour travailler avec lui sur la théorie des invariants. Voici ce qu'en dit Albert Einstein dans une lettre envoyée à David Hilbert. J'ai reçu hier de mademoiselle Noether un article fort intéressant sur les invariants. J'ai été impressionné par le degré de généralité apporté par cette analyse. La vieille garde à Göttingen devrait prendre des leçons de mademoiselle Noether. Elle semble maîtriser le sujet. Terminons en indiquant que c'est le mathématicien Felix Klein qui présente le théorème d'Emmy Noether à l'Académie des sciences de Berlin. Pourquoi les femmes n'avaient pas le droit d'y siéger?
Après la Première Guerre mondiale, les conditions d'études changent pour les femmes et Emmy Noether peut passer son habilitation en 1919 et recevoir le titre de Private Dodson en 1922, sans le salaire qui va avec. À partir de 1920, Emmy Noether se lance dans les travaux révolutionnaires d'algèbre abstraite, Notamment sur la théorie des anneaux et des idéaux. Ainhoa, Léa et Noémie nous en disent plus. Nous allons prendre un ensemble d'éléments, notés E. Nous lui associons une opération appelée loi, notée plus. Le groupe E+, est un couple si la loi vérifie. C'est une loi de composition interne. Si A et B appartiennent à E, alors A plus B appartient aussi à E. C'est une loi associative. Si A, B et C appartiennent à E, alors A plus B entre parenthèses plus C égale A plus B plus C entre parenthèses. Il existe un élément petit e de E, appelé élément neutre, qui vérifie. Petit e plus A égale petit a plus E égale A. Pour tout élément A de E, il existe un élément B de E qui vérifie A plus B égale B plus A égale E. Cet élément B est appelé l'opposé de A. Pour illustrer cette définition, prenons un exemple. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté Z. Examinons les conditions une à une. C'est bien une loi interne. Si on prend deux entiers relatifs, la somme sera alors un entier relatif. La loi est associative. Si on ajoute trois entiers relatifs, il est possible de le faire dans l'ordre que l'on veut. Il y a un élément neutre, 0. A plus 0 égale A. Chaque nombre a un opposé. Il suffit de changer le signe du nombre. A plus moins A égale 0. Un autre groupe important est le groupe des symétries, qui a été utilisé par Emmy Noether pour l'important théorème dont nous avons parlé plus tôt. Un groupe devient un anneau si on lui ajoute une autre opération notée fois. Cette opération doit vérifier les points suivants. Elle doit aussi être interne. Si A et B appartiennent à l'ensemble E, alors A fois B appartient aussi à l'ensemble E. Elle doit être associative. A fois B entre parenthèses fois C égale A fois B fois C entre parenthèses. Elle doit être distributive par rapport à la première loi. A fois B plus C entre parenthèses égale A fois B plus A fois C. Il existe un élément neutre noté 1. Si A appartient à E, alors A fois 1 égale 1 fois A égale A. De plus, l'anneau est commutatif si A fois B égale B fois A. Si l'on revient à notre exemple des entiers relatifs, nous lui ajoutons la multiplication usuelle et cela donne un anneau commutatif. Elle est interne. Multiplier deux entiers relatifs donne un entier relatif. Elle est associative. Quand nous multiplions trois entiers relatifs, il est possible de multiplier en premier les deux premiers et les deux derniers. Elle est distributive. C'est la règle de la distributivité étudiée en 5e. Il y a un élément neutre. Multiplier un entier relatif par 1 donne l'entier relatif. Ajoutons pour finir que l'on peut définir la notion d'idéal dans un anneau, c'est-à-dire un sous-ensemble I de l'anneau qui vérifie la condition suivante. Pour tout x de I et A de E, x fois A et A fois x appartiennent à I. Par exemple, les multiples de 7 ou de 11 forment des idéaux de l'ensemble des nombres relatifs. Nous vous laissons vérifier. Les idéaux permettent de créer d'autres anneaux comme les anneaux quotients. Les mathématiciens ont beaucoup développé la théorie des anneaux qui a de multiples applications en mathématiques, en cryptographie, mais aussi en physique. Emmy Noether est à l'origine du développement de ces théories, à tel point que certains anneaux portent son nom, les anneaux de Noether. Emmy Noether est une mathématicienne passionnée et très populaire auprès de nombreux élèves. Pendant ses cours, elle discutait beaucoup avec ses étudiants, et les notes de certains d'entre eux serviront de base à des livres de mathématiques. Des étudiants venus des quatre coins de l'Europe viennent suivre ses cours, et ils forment ce qu'on appelle les Noether's Boys. En 1932, Emmy Noether finit par accéder à la reconnaissance de ses pairs. Elle reçoit avec Emil Artin le prix Alfred Ackermann d'Hübner pour leur contribution en mathématiques, ainsi que 500 Reichsmark à partager. Elle ne sera par contre pas élue à l'Académie des sciences de Göttingen, ni promue au titre de professeur à part entière parce qu'elle était une femme. En 1933, une chape de plomb s'abat sur l'Europe. Adolf Hitler passe au pouvoir en Allemagne. Les nazis mettent en place le régime que l'on connaît qui va amener à la Seconde Guerre mondiale. Dès le 7 avril, il promulgue la loi allemande sur la restauration de la fonction publique, qui exclut les fonctionnaires juifs, notamment les professeurs. Emmy Noether se voit retirer le droit d'enseigner à l'université. Quelle déception a dû être la sienne en apprenant qu'un de ses anciens étudiants, Werner Weber, a participé activement à la chasse aux sorcières. Il aurait déclaré « Les étudiants ariens veulent des mathématiques ariennes et non des mathématiques juives ». Elle va courageusement continuer à enseigner chez elle pendant quelque temps, mais la situation devient trop dangereuse. Comme beaucoup d'autres scientifiques de son époque, elle fuit l'Allemagne pour les États-Unis vers la fin de 1933. Là, elle poursuit ses travaux et donne des conférences. Malheureusement, en avril 1935, les médecins lui diagnostiquent une tumeur à l'estomac.
Elle est opérée, mais elle meurt le 14 avril à 53 ans. C'est la fin d'une géante parmi les géants. Les hommages fleurissent dans le monde entier pour celle qui restera à jamais comme une des meilleures mathématiciennes de tous les temps. Nous espérons que cette vidéo vous a intéressé. Partagez-la autour de vous pour faire découvrir cette femme remarquable dont on fête le centenaire de son plus fameux théorème. Il nous reste juste à remercier Roger Mansoui et Jérôme Pérez pour avoir relu notre scénario. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.